Hazbin Hotel est un univers extrêmement riche avec plein de personnages profonds et complexes. Alors j'ai eu envie de me poser une question. Qui est le personnage le mieux écrit d'Hazbin Hotel? Est-ce que l'Astor est vraiment le meilleur? La réponse risque de te surprendre. Pour ça, je vais essayer de les évaluer le plus objectivement possible en prenant en compte leur développement, leurs évolutions ainsi que l'impact qu'ils ont sur l'œuvre. Et pour encore plus de hype, j'ai préparé un top 5 depuis les montagnes en plus de ça, que demander de plus? Allez, c'est parti! 5e place, Angel Dust, l'addiction mortelle. Angel Dust est un personnage unique dans l'univers d'Hazbin Hotel. Parmi tous les personnages principaux cherchant la rédemption, il est sans aucun doute celui où l'aspect de pêcheur est le plus mis en avant. Il est addict à une drogue extrêmement violente qui le rend dépendant. Et en plus, il travaille dans l'industrie des films pour adultes. Donc on ne peut pas dire que ce soit un bon samaritain. Mais ce qui le rend aussi intéressant, ce sont les thèmes de son écriture. Angel Dust pense qu'il est condamné à ne jamais pouvoir changer. Il est lié par un contrat à Valentino, un contrat qui symbolise sa soumission aux substances illicites. Et cette autodestruction, cette autoblâmation même je dirais, c'est un sujet qui est extrêmement fort. Il est persuadé qu'il mérite tout ce qui lui arrive, voire même qu'il mériterait pire. Et ce qui est exceptionnel, c'est que le développement d'Angel est à la fois constant et d'une cohérence parfaite. Petit à petit, en voyant que Charlie et les autres ne le considèrent pas comme un objet ou un déchet, il s'ouvre de plus en plus à eux. Il commence à accepter de se confier, s'attache à eux et est même prêt à combattre. Mais dans le même temps, il reste convaincu qu'il n'a aucun moyen de s'en sortir. C'est ce qui définit d'ailleurs son excellente relation avec Husk. Le barman pense qu'Angel a déjà réussi sa transformation et qu'il peut trouver la rédemption. Mais lui, n'y croit pas, rejette tout en bloc et finit même par se disputer avec lui. C'est parfaitement logique avec le trouble qui le ronge. Toutes ces mauvaises actions d'aujourd'hui et d'hier, il ne les provoque pas, non, il les subit. Pourtant, il se déteste profondément pour tous ses méfaits involontaires. D'ailleurs, j'ai fait une analyse complète sur Angel Dust que tu peux aller voir si ça t'intéresse. L'écriture d'Angel Dust nous force alors à nous poser deux questions. Si on pense profondément être une mauvaise personne, est-ce que ça signifie qu'on en est vraiment une? Et surtout, si on fait le mal sans aucune mauvaise intention, doit-on être combattu ou plutôt pardonné? Ces interrogations sont explorées tout au long des 2 saisons à travers chacun de ses faits et gestes. Et encore plus quand on apprend qu'il a tué quelqu'un. Certes, on se doute qu'il l'a fait pour de bonnes raisons, mais malgré tout, la nuance autour du pardon devient centrale. Et lorsqu'à la fin, il apprend qu'il a fait du mal à ses amis sans le savoir, l'intensité de ces thèmes grandit encore. Honnêtement, rien que pour ces 2 réflexions complexes et emplies de réalité, Angel Dust mérite largement son top 5. 4e place, Adam, les ténèbres du paradis. Contrairement à Angel Dust, Adam est un antagoniste. Et il ne fait aucun doute qu'il est l'un des plus intéressants de toute la série. Quand on le rencontre, il contraste totalement avec l'attente qu'on a du protecteur du paradis. Il est vulgaire, arrogant et profondément méprisant. Il possède une haine sans faille envers les pécheurs et, contrairement à ce qu'une bonne personne ferait, il est incapable de considérer que les personnes peuvent évoluer positivement. Et concernant son écriture en tant que telle, elle est extrêmement bien faite. Adam est un personnage qui n'évolue jamais. C'est une horrible personne du début à la fin. On n'essaie jamais d'expliquer pourquoi il est méchant, parce que le mal est profondément ancré en lui, sûrement depuis si longtemps qu'il est presque devenu immuable. Mais pourtant, son développement est très fourni. Déjà, il se cache constamment derrière un masque, et ça a 2 sens très intéressants à analyser. Premièrement, ce masque représente la façade entre le paradis qu'on croit connaître et celui que la série nous présente, nous montrant qu'il y a un masque, une fausse identité, donc sur toutes les choses dans ce monde, y compris sur la terre divine. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'il symbolise pour Adam. Ce masque le déshumanise complètement. On ne le voit jamais comme un homme, seulement comme un guerrier maléfique. On ne l'identifie pas à son visage, mais à l'allure de son masque. Un peu comme moi, tiens.
Et ce qui est très fort là-dedans, c'est que ça témoigne de ses troubles profonds. Adam souffre d'un énorme problème de self-esteem. Son manque de confiance en lui se traduit par la manière dont il exagère toujours ses victoires. Il dit qu'il est le premier homme, l'origine de tout, le plus important, et pire, le plus respectable. Et sa haine des pécheurs vient en grande partie de là, parce que le maître de l'enfer est celui qui lui a appris à quel point il était faible. D'abord en lui volant sa première femme, celle qu'il pensait lui être acquise, puis en corrompant la deuxième. Alors, quand il s'en va en enfer pour détruire tous les pécheurs, il est à nouveau vaincu par Lucifer, par un être suprême, quasi divin, lui rappelant à nouveau que derrière son masque, il ne reste qu'un humain à qui on a donné des pouvoirs, rien de plus, et que toute sa haine en est la plus grande preuve. Si tous les humains qui résident en enfer sont des pécheurs, Adam est le premier d'entre eux. Et comme un symbole, il est tué par le plus petit des résidents de l'enfer une fois que son masque est tombé. D'ailleurs, si tu souhaites en découvrir davantage sur Adam, je t'invite à aller voir son analyse complète sur la chaîne. Alors que sa personnification fait de lui l'un des personnages les plus puissants de l'univers, capable de vaincre Alastor en 1 contre 1 et qui ne goûte à la défaite que face à Lucifer, l'écriture, elle, par son développement, nous apprend qu'il n'a de fort que l'apparence, et qu'il représente à merveille toute la faiblesse de la race humaine. Et ça, c'est suffisamment fort pour justifier une 4e place. D'ailleurs, ils sont où mes 100 000 abonnés? C'est l'objectif de cette année, donc abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle vidéo tu aimerais voir sur la chaîne. 3e place, Lucifer, le maître de la tristesse. Lucifer est très différent de tout ce qu'on a vu auparavant. Déjà, dans la première saison, son identité reste très longtemps mystérieuse. On sait qu'il est le maître de l'enfer et qu'il ne s'occupe pas de sa fille, et globalement, c'est tout. Mais dès qu'il arrive dans la série, son écriture est immédiatement surpuissante. D'abord parce que la série vient détruire tout ce qu'on croyait sur lui. Dans la première scène, il a l'air ridicule, clownesque, minuscule. Pire que ça, même la tanière dans laquelle il réside ressemble à un cirque vide, sans public pour rigoler à ses blagues. Alors, tout de suite, on comprend quelque chose. Lucifer n'est pas l'être suprême qu'on attendait. Il est profondément triste, isolé et souffre d'une dépression dont il ne veut pas vraiment sortir. Et quand il appelle Charlie, on comprend aussi son manque de self-esteem. Lucifer se trouve ridicule et sa plus grande peur, c'est que Charlie pense la même chose que lui. Alors, au lieu de trouver une solution, il fuit comme un lâche pour ne pas être le vilain petit canard que tout le monde déteste et qui est devenu le symbole de tous ses jouets. Et ces troubles, ce développement nous ramène directement au péché originel de Lucifer. Il a donné le libre arbitre aux hommes, la possibilité de réfléchir et prendre des décisions. Et avec Charlie, il prend la mauvaise. De la même manière que les hommes ont péché, Lucifer se trompe à son tour. Mais heureusement, Charlie lui montre la voie. Dans l'une des plus belles chansons de la série, More Than Anything, il voit la lumière. Il comprend que Charlie ne le déteste pas, au contraire, il est son modèle, celui qu'elle veut devenir. Plus encore, il comprend que pour vaincre la dépression, il doit ouvrir son cœur. Et dans cette scène, les ailes coupées de l'ange déchu apparaissent de nouveau et lui permettent de s'envoler loin de ses troubles. Et tu n'as encore rien vu, parce que le plus fort, c'est son rapport aux responsabilités. Et n'ayant pas confiance en lui, il ne veut pas prendre de décision. Ce qui peut se comprendre, puisque la seule décision qu'il a prise a mené à la création de l'enfer et à son bannissement. Pourtant, en comprenant ses erreurs et le fait qu'il suive le mauvais chemin, il prend la décision de combattre pour Charlie. Il intervient pour elle, met KO Adam et défend de nouveau son rêve, le même qu'il avait oublié auparavant. Mais si tu veux en savoir beaucoup plus, je t'invite à aller voir mon analyse complète sur Lucifer. Une écriture fine et d'une beauté exceptionnelle malgré le faible temps d'écran. Lucifer possède sans aucun doute le 2e meilleur développement de toute la série. Et même pour l'évolution de personnage, il est un candidat sérieux au top 1. Alors honnêtement, Lucifer mérite très largement sa 3e place. Et il aurait même pu être 2e si la saison 2 n'avait pas décidé d'anéantir tout ce qu'on vient de décrire. Et si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à regarder ma dernière vidéo où j'explique tous les problèmes de cette suite. Mais vu qu'on ne peut pas oublier les performances de la saison 1, il obtient quand même la médaille de bronze. 2e place, Alastor, le mal absolu.
Bien, là je suis à peu près sûr qu'il y a deux types de réactions. Il y a ceux qui doivent se demander comment c'est possible qu'il ne soit pas top 1 alors que c'est le personnage le plus emblématique de la série, et de l'autre ceux qui doivent se demander si ce top est vraiment sérieux. Comment Alastor peut-il être aussi haut? Parce que c'est vrai, son évolution est inexistante et son développement n'est pas non plus le plus profond de la série. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'il est rouge, j'adore le rouge. Voilà, on peut passer au top 1. Non, plus sérieusement, la place qu'occupe Alastor dans ce top n'est pas due aux mêmes raisons que les autres personnages. Son écriture est subtile et plane constamment sur la série, sans même qu'on s'en aperçoive. D'abord, il est profondément flippant. Il a toujours ce sourire signature qu'il porte comme son costume 3 pièces. Et ce sourire cache un secret. Comment peut-on anticiper les actions de quelqu'un qui ne change jamais de visage? Eh bien, c'est totalement impossible. Alors, pendant toute la saison 1, on l'observe, on l'analyse, on essaye de comprendre ce qu'il est et ce qu'il veut. Comment a-t-il fait pour devenir aussi fort? Comment est-ce possible qu'il manque de respect au roi de l'enfer sans aucune peur? Comment fait-il pour distordre la réalité à tel point que parfois l'animation elle-même glitch sous son influence? Et surtout, qu'est-ce qu'il manigance vraiment? Parce qu'il aide souvent Charlie, mais en même temps, il ne croit pas en elle. À ses yeux, son objectif est ridicule, et il n'hésite pas à la manipuler et à lui forcer la main pour obtenir un pacte. Alastor est peu développé, mais grâce à lui, une menace indirecte constante saisit le spectateur. On ne sait jamais quel sera son prochain move et si celui-ci sera positif ou obscur, comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes en permanence. Parce qu'Alastor est le mal absolu. Il est la représentation de l'enfer comme l'humain de notre monde le conçoit. Il est le vrai diable. Et même si ça n'implique qu'un développement standard, la manière dont il a été écrit permet de donner cette puissance au récit. D'une certaine manière, il contrôle la narration. Et je ne dis pas ça pour rien. La plupart des étapes que suivent nos héros ont été déterminées par Alastor, par sa manipulation, par ses plans ou par sa force. Alors qu'en plus, il était enchaîné. Et quand on apprend qu'il était sous contrat avec Rosie, on se pose alors une question. S'il a déjà fait tout ça alors qu'il n'était pas libre, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il le deviendra? Nous donnons alors des attentes et du stress pour la suite. D'ailleurs, dans la saison 2, il fait partie des rares personnages à utiliser son cerveau et à ne pas être débile. Il est certes peu présent, mais conditionne tout ce qui se passe. Il manipule Vox, le menant à sa perte, et dans le même temps, il se libère enfin. Alors, une question se pose chez tous les fans. Quel est son véritable objectif? Parce que désormais, il peut l'accomplir. Et c'est là que réside la vraie force de son écriture. Parce qu'Alastor n'a pas besoin d'avoir d'objectifs précis, il n'a pas besoin de complexe de dieu ou de souffrances cachées qui le mènent à faire le mal, ni même à avoir un rêve. Alastor veut devenir le roi absolu parce qu'il est le mal absolu. Et un antagoniste sans background, sans grandes émotions, sans identification pour le spectateur, ça fait du bien. Parce qu'un antagoniste, c'est avant tout quelqu'un qui symbolise les ténèbres. Et très peu d'entre eux le font aussi bien qu'Alastor. Sa voix guide les autres vers le mal et guide peu à peu les protagonistes vers la descente dans un tout autre enfer. Et là aussi, j'ai une vidéo complète sur Alastor si ça t'intéresse. Mais peu importe que son développement s'intensifie ou pas dans la suite, sa médaille d'argent, il l'a bien mérité. Et juste avant le top 1, je vais très rapidement nommer quelques mentions honorables qui auraient pu être dans ce top. D'abord, Husk, qui possède une écriture assez fine. Également soumis aux addictions, il a voulu consommer l'enfer comme un jeu, avant de comprendre à quel point c'était dangereux. Il a aussi une super relation avec Angel Dust et on espère qu'ils seront bientôt en couple. Il était à un poil d'être 5ème, mais son développement va un peu moins loin que l'araignée. Et petite aide d'honneur pour Serpentius également. Très effacé dans la première saison, son évolution est vraiment très sympathique. D'abord un pur déchet, puis il s'attache progressivement à l'autel. Et dans la saison 2, alors qu'il déteste le paradis au premier abord, il mûrit au point où il conseille ses rats sur la marche à suivre. Celui qui était isolé dans sa vie sur Terre apprend à une représentante du paradis elle-même ce que c'est d'être humain. Et ça, c'est magnifique, et ça a failli lui donner la 5ème place. Mais Angel étant plus complexe, j'ai fait mon choix. Maintenant, place au top 1. Mais avant ça, dis-moi ton top 5 en commentaire et surtout fais ton pronostic dès maintenant. Mets la vidéo sur pause et écris qui va être notre grand gagnant selon toi. Si tu as raison, tu gagnes le droit de lâcher ton plus gros like sur cette vidéo et sur les montagnes. Sans plus attendre, la première place du podium revient à...
Vox, le sauveur d'Azbin Hotel. Là, on s'attaque au meilleur personnage de la série par une très grosse marge d'écart. Et c'est simple, Vox a sauvé Azbin Hotel. Sans lui, la saison 2 aurait été un énorme désastre. De personnage secondaire banal, il est devenu le quasi-personnage principal. Et surtout, l'un des meilleurs antagonistes que j'ai jamais vu. Lui, c'est tout le contraire d'Alastor. Il agit avec des objectifs bien précis en tête qui résultent de sa souffrance passée. D'abord, il subit un très fort problème de self-esteem. Comme c'était un loser dans son ancienne vie, il a peur de le redevenir et qu'on le regarde de nouveau comme tel. Le personnage traite donc de la théorie des 3 complexes. Le complexe de supériorité, d'infériorité et de Dieu. 3 complexes le poussant à vouloir devenir le plus grand, le plus fort, le plus aimé. Bref, à vouloir devenir Dieu. Ce qui donne une comparaison ultra intéressante avec Alastor, qu'il considère à la fois comme son némésis et son plus grand rival. Mais évidemment, son écriture ne s'arrête pas là. Et si je veux vraiment en parler, il faudrait une vidéo entière sur le sujet. Ça tombe bien, c'est prévu, puisque je sors prochainement une analyse de 40 minutes qui saura bien plus te convaincre sur sa médaille d'or du jour. Mais en gros, Vox traite le problème de l'influence médiatique sur le monde, avec le contraste entre réalité et fake news. Il est aussi une critique du populisme, notamment celui proféré par Donald Trump en ce moment même aux États-Unis, tout en étant en même temps comparé au H dans sa gestion de la tyrannie et de la peur. Oui, le H! Et en plus de tout ça, ses troubles profonds sont ultra développés. Sa peur de la faiblesse, son incapacité à gérer les situations seul et plus globalement la manière dont le mal a pris possession de lui. C'est d'ailleurs ce même Vox qui lâche l'une des phrases les plus puissantes de toute la série. Do you think I could be redeemed? En disant ça, il remet en question le rêve de Charlie, mais vient aussi clarifier toute la nuance du propos général d'Azbin Hotel. À quel point peut-on pardonner quelqu'un de maléfique ? Vox est ce qu'on pourrait appeler un antagoniste ultime, et son niveau d'écriture évolue plusieurs degrés au-dessus de tous les autres personnages de la série. Si faire ce classement était compliqué et nécessitait des choix, celui de placer Vox au sommet de la hiérarchie était le plus évident de tous, parce qu'il est indiscutablement le personnage le mieux écrit d'Azbin Hotel. Mais évidemment, je n'ai pas la vérité absolue, et même si j'ai essayé d'être la plus objective possible, n'hésite pas à me dire si tu n'es pas d'accord et à me donner ton propre top en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo qui sort un peu de mon contenu habituel t'a plu. J'ai l'intention de beaucoup plus varier mon contenu cette année. Donc si tu veux plus de vidéos de ce genre, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager, ça m'aide énormément pour le référencement. Tu peux également booster la vidéo pour lui donner encore plus de force, ça me ferait trop plaisir. Et si tu es encore là, commente médaille et moi je te dis à bientôt depuis les montagnes.